Un autre plateau pour poursuivre cette nuit électorale et je reçois maintenant Innocent Sossou qui est journaliste. Innocent Sossou, bonsoir. Bonsoir, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs de LCF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question d'entrée de jeu, comment vous avez vécu cette journée électorale historique? Je veux dire d'entrée de jeu que c'est la première fois qu'on assiste véritablement à une journée électorale sans incident majeur. J'ai eu personnellement à sillonner plusieurs bureaux de vote, que ce soit à Lomé ou dans la préfecture de Golfe. Et nous avons remarqué que les seuls problèmes qui ont été clairement définis tournaient essentiellement autour du fait que des électeurs n'ont pas pu trouver leur nom sur les listes électorales et que dans certains bureaux de vote, il y a des noms qui ont été affichés comme des listes non retenues. Donc l'ambiance était bon enfant et ça s'est passé. Quelques incidents se sont créés par-ci par-là concernant ce que je disais tout à l'heure sur les bureaux, sur les noms qui n'ont pas été trouvés. Mais il faudrait signaler que la CENI aurait mieux fait, parce que j'ai appris sur le terrain que il y avait des nouveaux bureaux de vote qui ont été créés par la suite pour essayer de désengorger. Donc, des gens n'ont pas été informés et nos parents ou bien nos frères qui ont l'habitude de voter dans un bureau de vote bien déterminé, par surprise, ont appris alors que leurs noms ne sont plus sur les mêmes listes électorales et qu'il faudra qu'ils se déplacent. Donc, j'ai remarqué que la CENI n'a pas effectivement communiqué là-dessus et c'est ça qui a posé un certain nombre de problèmes. Mais dans l'ensemble, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu d'incident majeur. Alors, on va d'abord suivre un premier reportage là, c'est le vote de Jean-Pierre Fabre où il évoque un problème sur lequel nous allons revenir par la suite. On va regarder. Un sourire et le bulletin de vote est dans l'urne. Le candidat du combat pour l'alternance politique en 2015, CAP 2015, vote ici, dans son quartier, au lycée de Kodjo-Viakopé. Celui qui veut incarner le changement se montre très confiant. Moi, j'ai vu, en traversant le pays, les populations qui rejettent le système en place et qui ont une soif profonde de changement. Et par rapport à ça, je demeure confiant. À l'issue d'amples discussions la nuit dernière, le système Success a été abandonné. Au profit du respect de la loi dit que la loi indique une procédure à suivre et qui ne donne la priorité qu'à l'examen des procès-verbaux issus des bureaux de vote, à l'exclusion de tout autre. Et donc, le mode de transmission orale proposé par Success est abandonné. Comme lui, Jean-Pierre Fabre invite chaque Togolais à ne pas rester à la maison, que chacun aille voter. Que les populations aillent voter, qu'elles se mobilisent pour aller voter. Le changement est à portée de main. Un vote qui se déroule sous les yeux de plusieurs observateurs, comme ceux des Nations Unies. Les consignes vraiment d'apaisement et que par la suite les inquiétudes des uns et des autres soient exposées, que des solutions idoines soient apportées, c'est ça l'essentiel. Tous s'accordent à souhaiter que le scrutin de ce samedi se déroule dans la sérénité pour le bonheur de tous les Togolais. Alors Innocent Sossou, on a vu Jean-Pierre Fabre qui a voté dans la journée, qui évoque aussi ce problème-là qui a fait surface il y a quelques semaines, le fameux succès. Vous pensez qu'il faille encore polémiquer là-dessus quand on a passé la nuit précédente à se mettre d'accord sur les contours du système? Vous savez, nous sommes malheureusement au Togo où on a toute une histoire sur les processus électoraux dans notre pays. J'ai remarqué, la première remarque que je voudrais faire, c'est que il y a un manque de confiance totale entre les acteurs politiques de ce pays. Et ce manque de confiance est essentiellement dû au système en place depuis 48 ans, permettez-moi de le préciser, qui a toujours fait des élections une série de hold-up.
C'est ça qui a généré ces réactions que nous avions connues au niveau du logiciel SUCCESS. Mais également, nous savons que le code électoral est clair là-dessus. Le code électoral dit ceci, que seuls les procès-verbaux peuvent être pris en compte dans la compilation, la centralisation et l'agrégation du vote. Donc, je ne vois pas pourquoi, en cours du match, on pourrait changer le jeu, étant donné que nous-mêmes, en tant que Togolais, nous sommes dotés des lois qui nous permettent évidemment d'éviter ces genres de... Mais selon ce que dit la CENI, ce n'est pas les règles du jeu qu'on change, mais les procès-verbaux sont maintenus, mais on a mis en place ce système pour quand même que dans les heures qui suivent, qu'on ait déjà des premières tendances. Mais vous vous rappelez évidemment en 2010 l'histoire du VSAT, comment ça s'est passé. Donc je disais au début qu'il y avait un problème de manque de confiance entre les acteurs politiques de ce pays. Il y a un problème de confiance même généré par la CENI elle-même, puisque les résultats qui ont été proclamés ne traduisent pas réellement la vérité des urnes. C'est pour ça que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu pas mal de contestations après chaque élection, que ce soit présidentielle ou législative. Donc, le mot de SUCCESS aurait pu être expliqué autrement, qu'on puisse demander, pas un expert béninois seul, d'installer ce processus, ce logiciel, mais que le parti au pouvoir puisse apporter aussi un assistant, ou bien que l'opposition aussi donne aussi un ingénieur en logiciel qui puisse ensemble développer ce processus. Cela permettrait évidemment d'avoir une marge de confiance. Donc, heureusement que hier nuit a été dégagé un consensus autour de ce fameux logiciel SUCCESS, et aujourd'hui, j'ai pas compris encore le qui s'est produit, puisque nous avions lu un communiqué, tous, vous et moi, qui disait que seuls les procès-verbaux seront pris en compte dans les décomptes, et qu'aujourd'hui le ministre Bahara vers 15h disait qu'il n'a jamais été question d'abandonner ce logiciel SUCCESS. Donc il y a un problème de manque de confiance entre les acteurs politiques, et je crois que le défi qui va être qui doit être relevé par le prochain chef de l'État, qui va être proclamé dans 6 jours, si on s'en tient au calendrier. Donc le défi sera énorme. C'est d'abord d'instaurer la confiance entre les Togolais, entre les acteurs politiques de ce pays, et pour que la réconciliation puisse être effective. Donc ce problème qu'il y avait eu au niveau du logiciel SUCCESS pouvait être évité, pouvait être aussi réglé autrement. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui le Togo quand même a avancé? Il y a, dans l'organisation des élections, il y a eu beaucoup d'avancées. Les moyens technologiques sont utilisés dans plusieurs pays. Le Togo ne peut pas aussi continuer par organiser les élections comme au Néandertal. Je suis d'accord, mais vous savez, je vais vous donner un exemple qui est simple. Au Sénégal, la commission électorale, elle est autonome et indépendante. Elle n'est pas composée comme au Togo. Donc, c'est une commission. Au Togo, vous savez que c'est les représentants des partis politiques qui siègent au niveau de la CENI. Mais au Sénégal, c'est des experts électoraux qui sont constitués et qui siègent. Et c'est une commission permanente. Elle est dépolitisée complètement. Donc, c'est une commission qui travaille sur la base d'un fichier électoral qui est propre. C'est une commission qui travaille non pas pour favoriser tel ou tel candidat, mais une commission qui travaille dans l'intérêt général du Sénégal. Donc je crois qu'il va falloir que notre pays aussi puisse arriver à ce stade-là pour créer la confiance effectivement entre les acteurs politiques de ce pays. Donc si on dépolitise un peu la CENI et qu'on prend des acteurs, des experts électoraux qui siègent au sein de la CENI, je crois qu'on va éviter ces problèmes. Il est vrai évidemment qu'on ne peut plus organiser les élections comme au Moyen-Âge, comme vous le signalez, mais avant d'arriver à cela, il faudra qu'un compromis soit trouvé. Et ce compromis, c'est pas lorsque les élections, on est à 2-3 jours des élections, qu'on va plancher sur le logiciel qui va se compiler, centraliser et proclamer les résultats. Donc, il faudra qu'on revoie ce processus-là. Les nouvelles technologies sont là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, sur la toile, dans les réseaux sociaux, plusieurs résultats ont circulé avec des images à l'appui lors du dépouillement. Donc, il faudra que la CENI avance tout en mettant les gens en confiance, avance pour trouver un logiciel apte à mettre tout le monde
en confiance pour qu'on puisse avancer. Mais cela peut aussi relever du fait qu'on attend souvent la fin de mandat, par exemple à 6 mois, à 1 an de la fin du mandat ou d'une nouvelle élection pour évoquer ces questions qu'on aurait déjà pu évoquer un peu plus tôt, trouver des solutions avant d'avancer. Mais vous savez, le seul problème réel dans l'organisation des élections au Togo, c'est de refuser de procéder aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. La constitution de 1992, la seule d'ailleurs qui a été soumise au référendum, règle tous les problèmes au niveau électoral. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le 30 décembre 2002, Feu Gnassingbé Yadema avait modifié cette constitution de manière unilatérale pour prolonger son règne. Donc, il va falloir procéder aux réformes constitutionnelles et institutionnelles et, à mon avis, à partir de ces réformes-là, les violences liées aux élections seront bannies. Donc, la question même du refus d'un candidat d'accepter l'autre comme gagnant sera également réglée. Donc, il faudra revenir à la base, et j'ai suivi d'ailleurs tout à l'heure ceux qui m'ont précédé sur ce plateau, qui affirmaient, notamment André Afan, que le premier défi du prochain président sera d'opérer les réformes immédiatement, et ces réformes vont permettre aux Togolais de se réconcilier. Mais là, il faudra juste après qu'on connaîtra le nom du prochain président, que ces questions soient rapidement évoquées. Il ne faut plus attendre très longtemps. Tout à fait. Donc le premier défi, le défi majeur, j'ai entendu un candidat d'ailleurs qui a dit que lorsqu'il prendra le pouvoir, son premier acte, c'est de procéder aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. Depuis avril 2004, à Bruxelles, des engagements avaient été pris par le Togo. Les 22 engagements avaient été pris par le Togo pour opérer justement ces réformes. Et l'accord politique global d'août 2006 également a planché sur la nécessité d'opérer les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et le chef de l'État sortant a mis en place plusieurs commissions, et les recommandations de ces commissions exigent également que des réformes soient faites. Donc vous savez que c'est une question centrale et qui va permettre à chaque acteur politique de se mettre en confiance. Et c'est de là que va découler l'état de droit, de là va découler aussi la démocratie, pour qu'il y ait une alternance politique enfin dans ce pays. Là-dessus, ce que propose le président sortant, lui, c'est qu'on mette en place un comité qui réfléchisse pour réorganiser complètement la constitution togolaise pour l'adapter aux réalités du moment. Vous pensez qu'on peut encore créer une commission pour réfléchir sur des engagements qui avaient été pris depuis 2004 ? Oui, mais les engagements ont dit de faire des réformes. Mais justement, les engagements ne le sont pas dites. Donc, mais tout Quel genre de réforme faire? Tout a été réglé dans l'APG, l'accord politique global de 2006. Est-ce que cet accord n'est pas caduc? Vous pensez que cet accord est caduc? Moi, je ne le crois pas. Parce que quand vous prenez la question du mode de scrutin, cette question est d'actualité. Quand vous prenez la question d'un scrutin à 2 tours, c'est une question qui est d'actualité. Donc je ne crois pas que l'accord politique global soit caduc. Donc l'accord politique global réglait déjà même les questions constitutionnelles et institutionnelles. Or, qu'est-ce que la classe politique dans son ensemble demande aujourd'hui? En dehors, effectivement, du parti au pouvoir, qui fait des acrobaties, disons-le ouvertement, qui fait des acrobaties pour ne pas procéder aux réformes. Tous les autres partis, même les 5 candidats, ont insisté sur la question, sur la nécessité de procéder aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. Donc l'accord politique global n'est pas caduc. Il suffit de le mettre en application, et pour que le Togo puisse enfin se mettre sur les rails d'une démocratie moderne. Alors, on va, avant de continuer, pour évoquer tout de suite le taux de participation que tout le monde a jugé très faible, nous allons retrouver Sokodé, où on va nous faire le point sur comment la journée électorale s'est déroulée. Sokodé, comment est-ce que les choses se sont passées là-bas? Oui, effectivement, les opérations de vote viennent de terminer ici dans la préfecture de Tchaoudjou. Les membres des bureaux de vote procèdent en ce moment au déploiement des voix. Tout se déroule sans décision depuis le matin jusqu'à ce moment. Il est à signaler que c'est depuis 7 heures du matin que les 108 000 électeurs de la préfecture se sont rendus aux yeux pour élire le président de la République pour les 5 prochaines années.
à l'EPP Combat ce matin, les électeurs se sont massés devant les bureaux de vote avant l'ouverture. Et c'est devant eux que le président des bureaux de vote a scellé les urnes, donnant ainsi le temps à l'opération proprement dite. C'est un sentiment de fierté en tant que citoyen togolais qui m'anime en ce moment. Ça démontre combien de fois j'accorde de l'importance à cette élection. Ce vote est important pour mon pays. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à être là très tôt ce matin. Il a confié à Gabou TP après avoir décidé son bulletin d'annuaire. Au niveau de l'EPP gendarmerie, l'affluence n'est pas tellement grande. Seulement, certains électeurs qui ont leur nom sur la liste électorale, mais le nom pas sur la liste des votants n'ont pas été autorisés à voter, ce qui a causé quelques minutes vite dissipées. C'est dans ce sens que le préfet de Tchaoudjo, M. Thierry Kambi, a voté autour de 11h GMT. Puis après son vote, le préfet a appelé à un scrutin apaisé et a demandé à la population à accepter les résultats qui sortiront des urnes. Albert Agbeko depuis Sokone qui était en ligne avec nous il y a 1 ou 2 heures, je crois. Innocent Sossou, on a écouté Albert Agbeko malgré que la liaison ne soit pas très 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 bonne, mais les gens sont venus, mais le même problème revient, des difficultés à trouver les noms sur les listes électorales des centres de vote qui ont été déplacés, des bureaux de vote qui ont été déplacés à d'autres endroits. Est-ce que cela pourrait justifier le faible taux de participation? J'ai parlé tout à l'heure du fait que la CENI n'a pas assez communiqué sur le fait que les bureaux de vote ont été disséqués. Ça, c'était un problème. Mais on a remarqué que les gens sont démobilisés. Et vous savez pourquoi? C'est parce que les gens... Moi, je réside souvent à l'étranger, mais je rentre régulièrement dans mon pays, que j'ai chevillé à cœur. Quand j'entends mes compatriotes parler, c'est qu'ils sont fatigués d'aller voter et que le résultat du vote ne soit pas conforme à la vérité des urnes. Donc, beaucoup de compatriotes m'ont dit que ça sert à quoi encore d'aller voter si on sait que ce sont les mêmes personnes qui, depuis 48 ans, sont là, qui vont toujours rester. Donc, c'est quand même un peu désolant pour notre démocratie que des compatriotes soient arrivés à se dire qu'il ne faut plus aller voter. Or, c'est un devoir citoyen. Il est vrai que l'affluence aujourd'hui n'a pas été celle des grands jours lors des précédentes élections. Avant de venir à ces studios, j'ai essayé d'aller un peu sur Internet au Republic of Togo sans donner des chiffres de la CENI, puisque la CENI n'a pas encore communiqué les chiffres, mais disait que le taux de participation est faible par rapport à 2010 et 2013. Ça, c'est un constat général que tout le monde a fait. Donc, j'expliquais alors le pourquoi. Parce que les gens sont fatigués d'aller voter et qu'à la suite, quelqu'un s'accapare du pouvoir. C'est ça, en fait, la réalité. Oui, mais est-ce qu'il faut avoir cette vision caricaturale de la chose? Est-ce que c'est une vision caricaturale? Non, mais c'est une vérité qui est là. Quand vous circulez... Oui, mais le Togo ne s'arrête pas à là où les gens pensent que mon candidat a gagné. Ben non, mais quand vous circulez partout au Togo, même dans mon village, j'ai essayé de convaincre mes parents, mes oncles, d'aller voter, de la nécessité d'aller voter. Et vous savez ce qu'ils me répondent? Mais mon fils, ça va servir à quoi de voter si on connaît déjà le vainqueur? Donc c'est un motif de démobilisation. Donc la faible participation aujourd'hui traduit cet état de fait. Donc il va falloir que on puisse mettre ce pays, nos compatriotes, en confiance pour qu'ils décident enfin d'aller voter et que l'urne traduise effectivement le choix qu'ils auraient fait. Donc, également, ce n'est pas seulement au niveau du pouvoir qu'il y a un problème, c'est également au niveau de l'opposition. Chaque fois, l'opposition promet que cette fois-ci, notre victoire ne sera plus volée et qu'on va faire tout pour s'accaparer du pouvoir. Mais les gens constatent que après 3 jours de manif, de violence que nous ne souhaitons plus cette fois-ci, que l'opposition, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait plus rien. Elle va peut-être aller négocier avec le pouvoir. Elle va peut-être se dire, bon d'accord, on va attendre encore 5 ans et puis on va aller encore voter. Donc l'opposition aussi ne joue pas sa partition, disons-le. Donc l'opposition ne joue pas sa partition, ce qui fait que les gens se disent, nous allons voter. Il y a un candidat qui va prendre le pouvoir, qui est là.
qui va s'accaparer du vote. Et de l'autre côté, il y a d'autres candidats qui vont se dire aussi, nous, c'est nous qui avions gagné. Mais au final, le candidat qui s'est accaparé du pouvoir, il reste en place. Et qu'est-ce que l'opposition fait? L'opposition n'amène que des gens dans la rue. Mais la rue, est-ce la solution? Moi, je ne crois pas. Donc, il faudra faire un travail de fond pour que des réformes, effectivement, soient faites. Et à partir de ces réformes, je crois qu'on aura effectivement la vérité des urnes. Et que chacun ira voter pour son candidat et sera sûr que c'est son candidat qui sera gagnant. À partir de là, le problème ne se poserait plus, effectivement, en termes de démobilisation de l'électorat. Lorsque je parle, par exemple, d'une vision caricaturale, oui, c'est un peu comme si on est là, et on se dit que si je vais voter, c'est elle qui va gagner, ou par exemple, si il arrivait que Faure Gnassingbé sortait, les gens vont encore dire « Ah, c'est toujours eux », alors que il se peut que réellement ce soit ce que les urnes ont sorti. Vous savez, moi j'ai une petite expérience de la chose, parce que j'ai fait plusieurs pays africains, et j'ai vu comment les votes se déroulent. Hormis les monarchies, où le roi reste en place, au moins on sait que après une génération, les gens ont soif d'avoir un nouveau visage à la tête d'un État. Ça, c'est un principe démocratique à tout État. Vous avez vu, la droite a dirigé la France pendant longtemps. La gauche est arrivée avec Mitterrand. La droite est revenue avec Chirac. Mais la gauche est revenue par les législatives lorsque Lionel Jospin est devenu Premier ministre. Et après, Lionel Jospin qui a fait un beau travail, qui a été salué, mais les Français en ont marre. Ils ont ramené Sarkozy et maintenant ils ont ramené François Hollande. Vous voyez, quand vous voyez les républicains et les démocrates, c'est comme ça. Le Togo n'est pas une monarchie. Les gens ont soif de changement. Les gens ont envie de voir de nouvelles têtes à la tête du pays, effectivement. Donc, oui, mais on le dit, même cette année, les partis de l'opposition ont fait campagne sur le fait que 85% des Togolais voulaient les réformes. Mais quand on voit le taux de participation, enfin, il n'y a pas de chiffres, mais on a vu, quand on voit ça, ça ne traduit pas ce que les sondages nous avaient dit. Mais, mon cher ami... Du coup, où je veux en venir, c'est que s'il y a une marée humaine qui va dans les urnes pour exprimer sa soif de changement, ça va être difficile de jouer là. Mais vous savez, j'ai eu la chance, le privilège de discuter avec un ancien ministre du Togo qui avait organisé des élections dans ce pays. Je voulais parler de l'ancien ministre de l'Intérieur, François Bokor. Et lors des discussions informelles que nous avions eues, il m'a dit quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire. Il m'a dit qu'en fait, le parti au pouvoir n'a que 10% de l'électorat togolais. C'est ce qu'il m'a dit, parce que c'est lui qui a organisé des élections dans ce pays. Les élections de juin 2003 qui avaient porté Yadema au pouvoir. Donc il m'a dit que en fait le parti au pouvoir n'a que 10% de l'électorat. C'est peut-être tout le contraire que me disait il y a quelques mois le maître Zeus Sajavon qui était là, qui dit que le parti au pouvoir a au moins 30% de l'électorat qui reste. Moi je me fie à ce qu'un organisateur des élections m'avait dit. Donc, mais vous, par exemple, vous n'allez pas me dire que moi, j'ai 43 ans. Je suis né avec ce système. J'ai grandi avec ce système. J'ai des enfants qui sont dans ce système. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a envie d'une nouvelle ère aussi? Je ne le dis pas parce que je suis contre ce pouvoir en place. Je le dis parce que c'est le propre même de la nature de changer. De changer un peu. Ne serait-ce que pour voir autre chose. Si vous êtes né dans votre village, vous avez envie d'aller voir quand même ce qui se passe dans le village à côté. Donc c'est une soif quand même de changement. Donc avoir une vision caricaturale ne veut pas dire que non, il faudra que l'autre parte forcément parce qu'il fait mal ou bien parce qu'il fait bien. Mais c'est la nature même qui veut qu'il y ait un changement de manière fréquente à la tête de nos institutions. Donc, si le Togo était une monarchie, ça, j'allais comprendre. Le problème ne se poserait pas. Nous sommes malheureusement une république et il est difficile de faire comprendre aux gens que dans une république, une même famille politique, en l'occurrence le RPT puis UNIR, puisse diriger pendant 48 ans. Non, nous sommes quand même des jeunes, nous voulons voir autre chose. Nous aspirons à un développement, nous aspirons à un mieux-être, nous aspirons à un idéal que nous vivons avec les autres pays, que nous voyons dans d'autres pays, ou bien simplement que nous lisons à travers les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas une vision caricaturale que de dire
qu'il faudra enfin qu'il y ait une alternance politique. L'alternance, c'est le soubassement même de la démocratie. Mais elle ne se décrète pas, il faut aller la provoquer dans les urnes. Mais justement, le Togo a toujours prouvé dans les urnes qu'elle veut cette alternance. Malheureusement, cette alternance est confisquée. C'est là où je vais en venir quand on nous dit que 85%, puisque le sondage a été réalisé cette année où nous parlons, que 85% des Togolais veulent les réformes, et puis quelques mois après, on fait une élection et le taux de participation est comme ça. Mais j'ai parlé de la démobilisation. Ce qui a causé cette démobilisation, à mon sens, c'est parce que les gens se disent que même s'ils vont voter, c'est les mêmes personnes qui seront toujours au pouvoir. C'est ça, en fait, le problème. Donc, les gens se disent, non, même l'opposition, qu'est-ce qu'elle promet? Qu'est-ce qu'elle veut faire? L'opposition n'a pas une vision claire. André Kani-Afan nous disait quelque chose qui était important sur ce plateau tout à l'heure. C'est la première fois qu'on voit des candidats qui ont présenté des projets de société pour ce pays. Donc, l'alternance, ce n'est pas un projet de société. Les gens ont besoin de manger. Mais comment ils vont faire pour manger? Les gens ont besoin de se soigner. Mais comment on va faire pour se soigner? Les gens ont besoin d'aller à l'école. Mais comment ils devraient aller à l'école? C'est ça le problème. Les gens ont besoin le chômage des jeunes. Des jeunes qui ont Bac plus 3, plus 4, plus 5, qui sont des conducteurs de taxi-moto, de émigrants. Donc les gens ont besoin d'aller vers un idéal. Et cet idéal, surtout pour nous jeunes, c'est le bien-être. C'est aussi atteindre un objectif dans ma vie. Donc ça, on ne l'a pas vu avec l'opposition les années précédentes. Mais cette année, on a vu que des gens présentaient des projets de société. Et sur la base de ces projets de société, les gens sont allés voter. Mais malheureusement, le taux de participation était faible par rapport à tout ce qui se passait avant. Puisqu'on va voter et on n'a pas la vérité des urnes. Et l'opposition promet que cette fois-ci, mon vote ne sera plus volé. Et malgré ça, les gens disent qu'il y a un deal entre le pouvoir et l'opposition. Donc c'est un travail qui doit être fait en amont, à travers les réformes constitutionnelles et institutionnelles, qui va mettre les gens en confiance, et à partir de là, les gens vont aller voter pour essayer d'élire celui dont le programme de société sied le mieux à leur préoccupation. Est-ce que l'autre source de démobilisation n'est pas aussi les divergences de l'opposition? Vous avez vu, certains ont fait campagne pour le boycott, d'autres ont fait campagne pour que les élections n'aient pas lieu, d'autres ont dit nous pas d'élections sans réforme. Après, on les a vus, c'était les premiers à s'inscrire pour ces élections. Tout ça là a pu être une source de démobilisation. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous savez, nos aînés de l'opposition ont des égos surdimensionnés. Et ça, j'ai eu l'occasion de le dire à presque tous les leaders que j'ai la chance de rencontrer chaque fois, que l'essentiel pour nous, c'est d'abord le Togo. Qu'est-ce que nous voulons pour ce Togo? Est-ce que nous voulons que ce pays reste dans cet état végétatif? Ou bien est-ce que nous aspirons à ce que la jeunesse se sente vraiment citoyenne? Donc, au niveau de l'opposition, les égos sont tellement surdimensionnés. Chacun se disant, si ce n'est pas moi, donc ce ne sera pas l'autre. Et ce jeu a conduit malheureusement le pouvoir en place à s'éterniser, à jouer sur les divergences de l'opposition pour essayer de pérenniser son règne. Vous savez, la question des réformes, elle est fondamentale, même pour l'opposition. Ça règle même la question de l'opposition togolaise. Lorsque on aura un scrutin majoritaire à 2 tours, comme c'est dans la plupart c'est le cas dans la plupart des pays, tous les candidats se jettent dans la bataille. Mais au finish, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont de l'opposition se mettent d'accord pour soutenir celui qui aura le meilleur score au niveau de l'électorat. Donc, cette question des réformes, elle est essentielle et indispensable même pour la bonne marche de notre démocratie. Donc, nos grands frères, nos aînés, ceux qui avaient dit qu'il ne fallait pas aller voter, est-ce qu'ils ont raison? Je ne vais pas les juger. Ceux qui nous avaient dit également que sans réforme, il n'y aura pas élection. Est-ce qu'il faut les juger? Non. Mais l'histoire démontrera un jour qui a raison, qui a tort. Mais moi, en tant que jeune, et les jeunes qui m'entourent, les jeunes que je vois dans la rue, les mamans que je salue, mes parents qui sont là, tous ceux que j'aborde ont une priorité qui est essentielle. La priorité, c'est de se nourrir, de pouvoir avoir un bon repas par jour. La priorité, c'est de pouvoir payer l'éducation de leurs enfants. La priorité, c'est de pouvoir se soigner dans les centres de santé. La priorité, c'est ces agriculteurs-là
qui doivent bénéficier des produits, des biens de leurs produits champêtres. Donc, c'est ça les priorités qui sont là. La question de leadership, la question des égos surdimensionnés, ça ne préoccupe pas trop les Togolais. Mais la question que nos leaders de l'opposition doivent se poser, c'est de savoir comment rendre la vie des gens beaucoup plus aisée. Nous allons maintenant évoquer aussi un autre aspect de cette élection qui concerne la force sécurité élection présidentielle qui était composée de 8000 hommes pour les 8994 bureaux de vote. Et on va écouter le ministre de la Sécurité, le colonel Damham Yark. C'est le lieu de saluer le climat de sérénité et de calme qui a prévalu. Je tiens à féliciter les personnels de la force sécurité élection présidentielle 2015 pour le professionnalisme et la discipline dont ils ont toujours fait preuve depuis le début du processus de l'élection présidentielle en cours. Par ailleurs, j'invite une fois de plus la population au calme, au sens élevé des responsabilités et à faire confiance à la FOSEF 2015 et aux autres structures impliquées dans cette phase décisive du dit processus afin de préserver la paix et la tranquillité publique sur toute l'étendue du territoire national. Innocent Soso, si on a une élection que tout le monde salue aujourd'hui, comme apaisée, malgré qu'on est dans l'attente des résultats, tout le monde s'accorde à le dire. On a eu une belle période des campagnes, 100 heures, une journée d'élection 100 heures, on la doit aussi à la FOSEP. Mais je suis d'accord avec vous, nous sommes tous des Togolais. Vous savez, les corps habillés, ils sont nos frères. On vit avec eux au quotidien. Ils assurent notre sécurité. Moi, j'avoue que durant cette élection, j'étais hier à Tchévier et j'ai eu à discuter avec des policiers de la FOSEP qui m'ont expliqué que pour la première fois, ils n'ont pas eu à gérer des incidents majeurs. Et beaucoup d'entre eux m'ont dit qu'ils sont Togolais et qu'ils voient mal pourquoi ils ne vont pas assurer la sécurité de leurs propres frères. Donc, on a essayé dans ce pays de diviser les différents corps sociaux de notre société. On a essayé de les diviser. Or, au fond, quand vous rencontrez les Togolais, et qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, qu'ils soient des fonctionnaires dans l'administration, qu'ils soient des infirmiers dans l'informel, etc., tout le monde s'accorde à dire que nous sommes fils de ce pays. Et que quoi qu'on fasse, nonobstant nos différences culturelles, de vision, nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc, je voulais saluer les forces de l'ordre qui ont fait un travail remarquable, qui ont été là où ils doivent être, qui ont apporté même de l'aide à certains mamans, à certaines vieilles dames que j'ai vues aujourd'hui à Blogame, des forces de sécurité qui les ont dirigées vers les fiches électorales qui sont affichées. Donc c'était un travail formidable qui a été fait et je voulais profiter de l'occasion pour les remercier pour ce sang-froid qu'ils ont eu, pour ce professionnalisme dont ils ont fait montre tout au cours de la campagne et du déroulement du scrutin. Je leur tire un chapeau. L'apaisement qu'on a vu aussi, il faut peut-être aussi mettre cela à l'actif des discours qui ont appelé à l'apaisement. Oui. La plupart des candidats ont dit tout au cours de cette campagne qu'ils ne veulent pas de violence. Ça, c'est une bonne chose. Et je ne crois pas que même à la proclamation des résultats, il y aura violence. Parce que les gens en ont marre de ces violences. On a trop perdu de frères, de sœurs. On a trop versé de sang pour cette lutte pour la démocratie. Donc, le Togolais a atteint une maturité politique, à mon sens. Et cette maturité politique exige qu'on comprenne le pourquoi avant d'agir. Donc, c'est ça qu'on a vu tout au long de ces campagnes, où des militants du parti au pouvoir embrassaient des militants de l'ANC de CAP 2015, où il y avait des accolades dans ADU entre des militants, lors de la caravane de l'ANC et les militants du Parti Unir. C'était vraiment des images exceptionnelles. Et c'est la première fois que moi j'assiste à un tel événement dans ce pays. Donc, nous sommes Togolais. Quoi qu'on dise, nous sommes forcés à vivre ensemble. Alors, voulons-nous vivre dans un pays en paix ou bien voulons-nous nous déchirer?
C'est un choix. C'est un choix que nous devons faire. Et moi, je crois que la maturité politique dont t'as fait montre les populations togolaises jusqu'à maintenant prouve que le choix de l'apaisement, du vivre ensemble, est un choix qui s'impose à tous. On va évoquer aussi un autre sujet qui devrait énormément vous intéresser, c'est la diaspora. Nous savons que la diaspora togolaise, c'est en milliers de personnes, mais qui n'a toujours pas le droit de vote, ce qu'elle réclame depuis qui ne vient toujours pas. Est-ce que c'est un sujet qui leur tient à cœur, nos frères qui vivent à l'étranger? Mais vous savez, le gouvernement sortant avait mis en place une commission pour réfléchir sur la problématique de la diaspora. Malheureusement, ils se sont mal pris avec cette diaspora parce que on ne peut pas venir imposer à la diaspora une vision qui n'est pas conforme à la vision de cette diaspora. C'est seulement celui qui est malade qui sait le mal dont il souffre. Et quand il va chez le médecin, il lui dit « Voici le mal dont je souffre ». Et au médecin de diagnostiquer ce mal et d'apporter des solutions. Malheureusement, dans la diaspora, on n'a pas eu à voir cela. On est venu avec une vision. Et cette vision voudrait que on aille dans le sens que veut le gouvernement. En fait, on a voulu faire de cette diaspora une source de ressources humaines où on peut piocher des éléments pour étoffer l'action du gouvernement sortant. Surtout sur le plan économique. Pas seulement sur le plan économique, je vais en venir, pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan des ressources humaines. On voudrait prendre certaines têtes, les mettre peut-être au gouvernement, les mettre devant des départements administratifs pour dire qu'en fait on associe la diaspora. Oh, c'est pas ça. Vous savez, il y a les rapports du PNUD qui disaient que l'aide de la diaspora togolaise dépasse largement l'aide des bailleurs de fonds et l'aide publique au développement. Que ce que la diaspora togolaise apporte dépasse largement ce que les Européens, les Américains nous apportent en termes d'assistance. Alors, pourquoi dans cette diaspora, on ne peut pas essayer de travailler avec cette diaspora pour faire développer ce pays? Alors, quand vous dites travailler avec, vous voulez évoquer quoi réellement? D'abord, nous sommes des citoyens togolais. Oui, naturellement. Les Béninois votent, de l'extérieur, ils votent. Les Sénégalais, ils votent. Mais pourquoi on ne donne pas un droit de vote à la diaspora? Est-ce que vous n'êtes pas aussi, vous, de la diaspora, trop penché vers l'opposition? Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème même. C'est ça qui a jalonné ce processus que nous avions entamé au niveau de la diaspora pour que nous ayons un droit de vote. Parce qu'on pense à tort que la diaspora est composée que des opposants. Mais non. Au sein de la diaspora, il y a des gens qui participent aux activités du pouvoir en place. Vous n'êtes pas sans savoir que UNIR a ces démembrements un peu partout, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. UNIR a ces démembrements, même en Afrique. Donc, si on croit que l'opposition est mieux représentée dans la diaspora, il appartient aux partis au pouvoir aussi de faire un travail de sensibilisation à travers un projet bien déterminé pour convaincre les gens à adhérer à leurs idéaux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a pensé à tort que la diaspora est beaucoup plus opposition que pouvoir. Non. Mais tous les Togolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'est, ont des parents ou bien des enfants qui vivent à l'extérieur. Ils ont des parents qui sont de l'opposition ou bien du parti au pouvoir. Donc, le problème, ce n'est pas de qualifier cette diaspora d'opposants, mais le problème, c'est de voir, c'est de se dire comment peut-on travailler avec cette diaspora qui déjà, sur le plan économique, apporte énormément à notre pays. Comment travailler avec eux pour que ceux qui, par exemple, veulent venir implanter des structures, des entreprises, puissent venir les faire dans des conditions acceptables? Comment faire pour que nos ingénieurs qui sont à l'extérieur, nos docteurs qui travaillent dans des hôpitaux européens puissent revenir travailler dans nos centres, nos CHU ou bien dans nos CHR? Comment faire pour pouvoir les faire revenir, pour les implanter? Ça, c'est les questions qui sont primordiales, auxquelles le gouvernement devrait s'atteler. Le prochain gouvernement, nécessairement, devrait s'atteler. Sinon, la plupart des Togolais que moi je croise, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ils n'ont qu'une envie, une ambition, rentrer au pays, apporter leur pierre à l'édification de cette belle nation que Dieu nous a donnée. Donc,
Tout le monde veut venir au Togo. Tout le monde veut revenir chez lui. Mais les conditions ne sont pas réunies. Il faudra que le prochain gouvernement, le prochain président puisse prendre à bras le corps ce problème pour que la diaspora ne soit pas seulement pourvoyeuse de fonds, une vache laitière, mais qu'on puisse prendre en compte nos aspirations. Vous savez, avant, pour faire un passeport, il faudra revenir soit au Togo, ou soit vous déposez votre passeport dans l'ambassade de votre pays d'accueil, et vous attendez 3, 4, 5 mois avant d'avoir un passeport. Et entre-temps, si vous voulez voyager, vous faites comment? Ça, c'est des problèmes qui sont récurrents. Et nous, dans la diaspora, on a eu plusieurs colloques là-dessus. On a eu à faire des mémorandums qu'on a envoyés au gouvernement. On a eu à faire des séminaires où, même avec les institutions internationales, nous avons travaillé avec l'Union européenne, avec la Commission de l'Union européenne, pour que la question de la diaspora soit prise en compte dans les négociations entre le Togo et la Commission européenne. Donc nous avons fait ce que nous pouvons. Mais malheureusement, on pense à tort qu'en donnant le droit de vote à la diaspora, on accorde des voix de plus à l'opposition. Mais on oublie de dire que la diaspora togolaise en Afrique, elle est plus nombreuse que la diaspora togolaise aux États-Unis et en Europe. Parce que, n'oubliez pas, au Nigeria, le nombre de Togolais qui sont là, ils sont nombreux. J'ai été à Libreville, au Gabon, j'y vais plusieurs fois. Je vois le nombre de Togolais qui sont là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, la diaspora togolaise qui est en Afrique, elle est beaucoup plus importante que la diaspora togolaise qui vit en Europe ou aux États-Unis. Donc, il ne faut pas qu'on pense que cette diaspora travaille pour l'opposition. Non, nous travaillons pour le Togo. Nous avons des fonds à nos parents qui survivent. Nous avons des fonds à nos frères en apprentissage. Nous avons des fonds à nos amis qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aller se soigner. Donc nous travaillons pour ce Togo, pour le développement de ce Togo. Il faudrait que le prochain président de la République nous dise clairement ce qu'il veut faire avec nous. Et moi, je veux qu'il insère cela dans ses prérogatives. On va regarder maintenant, je crois, nos équipes de reportage ont fait un tour dans les QG du NET et de UNIR notamment pour voir comment ils vivent l'attente des résultats. Si on peut avoir les images, on va regarder un peu. Là, le QG de Jerry Komandega Tama, son équipe est en place en train de certainement faire une compilation des données qui tombent sur le terrain, des données qui proviennent du terrain, est en train de faire une compilation là. C'est là le QG de Union pour la République. Waouh, c'est une ambiance de fête là. On est bien entretenu là. Sont également en train de comptabiliser les différents résultats qui proviennent naturellement des différents bureaux de vote sur le terrain. C'est dire que tout le monde est dans l'attente donc de ces résultats. Alors, Innocent Sossou, évoquons cette attente-là. C'est la période, disons, la plus sensible là que nous vivons. C'est la période la plus sensible pour cette élection. Mais n'oubliez pas un paramètre. La CENI a 6 jours pour soumettre les résultats à la Cour constitutionnelle. Donc nous avons encore 6 jours. Il va falloir, comme vous le souleviez tout à l'heure, qu'on n'est plus au Moyen-Âge pour que les votes se passent de manière anachronique. Il va falloir quand même que le Togo puisse avancer pour que les résultats en Europe, vous savez, dans certains pays avancés en Afrique, les résultats sont connus le soir même du vote. On a vu la France, à 20h déjà, on connaît le vainqueur. Vous avez vu la dernière fois au Nigeria, il a fallu que 48 heures pour que le président soit proclamé. Donc il va falloir que le Togo puisse avancer vers cette rapidité à prononcer les résultats. Parce que généralement, c'est le fait de retarder la proclamation des résultats qui crée une tension dans le pays. Oui, mais là, on risque d'y être puisque les gens insistent sur les procès-verbaux. Il faut que ce soit les procès-verbaux. Là, ça prend du temps avec ça. Oui, mais c'est une question de confiance. Le travail n'a pas été fait en amont.
Donc c'est pas en cours de jeu qu'on peut changer les règles. Donc vous êtes d'accord avec moi. Donc il faudra que le Togo avance, effectivement, pour que les résultats soient connus dans les 48 heures. Parce que 6 jours d'attente, pour mes parents qui n'ont pas été à l'école, ils pensent que le vote va être encore volé et qu'il y aura un trucage quelque part. Donc le fait de prolonger cette attente est insupportable pour des gens, et surtout pour que ce soit d'un bord comme de l'autre, surtout quand les gens veulent savoir qui va être président et qu'ils attendent et que les résultats ne sortent pas, ça fait monter une tension dans le pays. Surtout que nous avons eu une mauvaise histoire sur les scrutins électoraux qui ont toujours déchaîné une certaine violence. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi on peut attendre aussi longtemps. Mais vous savez, la question de la centralisation des résultats, elle est aussi simple que ça, puisque chaque parti ou bien chaque candidat a son représentant dans les bureaux de vote. Donc ces représentants, ils vont centraliser vers leurs quartiers généraux les résultats des PV. Ils vont les centraliser. Et la CENI aussi qui a ses démembrements, normalement, on devrait permettre, avec les technologies qui sont là actuellement, telles que les réseaux sociaux, la CENI pouvait rapidement, à partir de ces PV-là, des représentants des CENI, des présidents des CENI, faire convoyer ces PV à travers les réseaux sociaux vers la maison mère, la CENI à Lomé, et ça va permettre à la CENI de simplifier le travail, d'avancer vite dans la compilation, dans la centralisation et dans la proclamation des résultats. Donc il va falloir que le Togo revoie un peu cet aspect des choses pour ne pas faire monter la tension, pour ne pas que ça dure aussi longtemps, pour que les gens se disent enfin, non, pour que les gens se disent les mêmes causes vont produire les mêmes effets et qu'on va tendre encore vers la violence. Nous avons vu le cas nigérian que vous avez évoqué tout à l'heure, où le sortant a reconnu sa défaite et a appelé le vainqueur pour le féliciter. Est-ce qu'un scénario pareil, je ne dis pas forcément que ce soit le sortant, mais quel que soit celui qui va sortir, on peut s'attendre à ce que les perdants puissent le féliciter? C'est possible au Togo? J'espère bien que ça va être possible. Pourquoi il serait possible que le perdant félicite le gagnant au Nigeria et que nous ne le ferons pas? Les Togolais sont intelligents. Ce n'est pas les Nigérians qui sont plus intelligents que les Togolais. Vous avez évoqué là, tout à l'heure, des égos surdimensionnés. Mais ça, je parlais de la classe politique de l'opposition. Oui, justement. De l'opposition. Si on veut faire la flèche du sens de l'opposition vers le pouvoir... Mais le problème, c'est la vérité des urnes, mon cher ami. Le problème, c'est la vérité des urnes. Qu'on nous dise, effectivement, celui qui a gagné. Dès que tout le monde sera convaincu d'avoir perdu, je ne crois pas qu'il y a matière encore à protester. Si le vote est clair, si tout le monde, chaque candidat, a son quartier général, a son représentant, il voit les chiffres et il se dit, mais non, je n'ai pas gagné, et qu'il reconnaît, qu'il a l'humilité de reconnaître sa défaite, le problème ne se poserait pas. Donc c'est la vérité des urnes qui est le problème. C'est ça qui a créé des problèmes toujours au Togo, des tensions au Togo. Donc que cette fois, pour une fois, et moi je suis confiant, là où je suis confiant, parce que je vous ai dit que je n'ai jamais vécu une campagne électorale aussi apaisée. Je n'ai jamais vu un jour de scrutin aussi apaisé que celui-là. Donc, pourquoi le vaincu n'appellera pas le vainqueur à la proclamation des résultats? Ou bien avant même la proclamation des résultats, pourquoi il ne le ferait pas? Donc, dès qu'on a la vérité des urnes, je crois qu'on n'aura pas de problème. Vous savez, il y a une anecdote que je vais raconter. Il y a un monsieur qui vit à Lomé, qui a dans les 80 ans, qui me racontait quelque chose qui m'a fasciné, parce que je n'ai jamais su ce pan de notre histoire. C'est l'histoire de l'indépendance du Togo. Dans quelques heures, dans quelques heures, oui, nous allons célébrer. Voilà. Dimanche, donc demain, c'est le 27. Voilà. Nous allons célébrer l'indépendance. Donc le vieux me disait que cette campagne électorale s'apparente effectivement à la campagne pour la Blodé. En ce sens que tout était calme dans le pays, qu'on ne sentait même pas qu'il y avait une campagne électorale, qu'on ne sentait même pas qu'il y avait des forces en présence. Or, le PTP, avec les colons qui ont mis des moyens à leur disposition pour que les Togolais soient toujours assujettis à la France, et le CUT qui a fait un travail de terrain, de porte à porte. Donc tout était tellement calme. Et à la proclamation des résultats, il a été étonné de voir que c'est le CUT qui avait gagné.
Et il n'y avait pas eu un seul incident lors de la proclamation de la Bloré, que c'est le kit qui avait gagné. Donc, il a fait cette comparaison-là, que moi, je ne connaissais pas ce point de l'histoire. Donc, il a fait cette comparaison. Quand j'y réfléchis, je me dis, mais tiens, cette campagne électorale, ça assimile effectivement à la campagne électorale de 57, où tout est calme. On a vu, aujourd'hui, jour de vote, calme. Quand vous circulez, avant de venir sur ce plateau, j'ai traversé un peu Lomé, tout était calme, les gens boivent, comme si de rien n'était. Ce qui n'était pas le cas lors des précédents scrutins électoraux. Donc je crois que nous avons atteint cette maturité politique où le vaincu forcément va appeler le vainqueur pour le féliciter. Il y a aussi au Nigeria, on ne va pas oublier cette phrase que Goodluck Jonathan a eue, c'est que aucune ambition personnelle ne sera plus grand ou ne mérite le sang des Nigériens. Il faudra qu'au Togo on puisse se le dire aussi. Je crois que les différents acteurs politiques l'ont dit tout au cours de cette campagne électorale, qu'il faut bannir la violence. Donc, aucun sang ne mérite d'être versé pour n'importe qui, pour n'importe quel pouvoir que ce soit. Donc, nous avons assez versé de sang depuis la période coloniale jusqu'à l'indépendance. Depuis les années 90, beaucoup de gens sont morts. Est-ce que, en 2015, en plein 21e siècle, est-ce que ça vaut encore la peine de verser du sang pour le pouvoir? Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Donc, Jonathan, il a eu un fair play qui est capital, parce qu'il a pensé plutôt à son pays. Et je demande à tous les responsables, à tous les candidats, les 5 candidats, d'avoir le sens de la nation, d'avoir le sens républicain, pour se dire que rien ne vaut le Togo. Rien ne vaut les Togolais. On est au pouvoir, c'est pas à vie. On peut le perdre. Mais qu'on ait l'honnêteté intellectuelle, alors de reconnaître qu'on a perdu. Et que de l'opposition, lorsqu'on aura fait une mauvaise campagne, lorsque les gens n'auront pas apporté leur voix à l'opposition, s'ils sont perdants, qu'ils reconnaissent qu'ils ont perdu, qu'ils appellent le vainqueur pour le féliciter. Et le Togo en sortira grandi. Innocent Sossou, dernière question. Quoi qu'on dise de cette élection, le Togo a fait un pas. Une avancée plutôt considérable. Parce que c'est la première fois, je me répète, qu'il y a eu des élections qui se sont passées dans le calme. Et je crois qu'à partir de cette date, mémorable du 25 avril, nous n'aurons plus à faire des élections qui vont entraîner des violences, qui vont faire perdre la vie de nos compatriotes. C'est une avancée et j'espère que le prochain président va prendre sur lui de faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles pour apaiser ce pays. Justement, selon vous, quels sont les gros défis qui l'attendent? Les défis sont nombreux. Je vais d'abord commencer par les jeunes avec le chômage. Je disais tantôt qu'il y a des jeunes avec Bac plus 3, plus 4, plus 5 qui sont à la maison ou bien qui sont contraints à faire du zémijan. Il y a nos frères, nos sœurs qui ont appris un métier mais qui ne trouvent pas à faire. Ça, c'est un gros défi qui est à relever. Il y a aussi le défi des financements, des investisseurs. Il faudra qu'il y ait un cadre juridique et un cadre qui puisse permettre aux investisseurs de venir s'installer au Togo, d'installer leurs entreprises, que cela puisse résorber le chômage. Pour l'instant, ce cadre juridique-là n'existe pas. Il y a aussi la question liée à l'impunité. Vous savez, il est difficile pour les gens d'aborder dans la rue leurs bourreaux, des victimes qui abordent leurs bourreaux, ou que des bourreaux qui deviennent beaucoup plus puissants, parce qu'ils savent qu'ils jouent de l'impunité. Le chef de l'État avait mis en place des commissions, notamment la commission, les recommandations de la CVJR, qui n'ont jamais été appliquées. Donc il faudrait au moins que les personnalités qui ont commis des crimes économiques et des crimes de sang puissent être traduits devant les tribunaux. Il faudra également qu'il y ait une réforme de la justice, de l'appareil judiciaire. J'ai été en prison la semaine dernière pour rendre visite à un ami. J'ai été étonné de voir que des prisonniers de droit commun côtoient
ceux qui sont passibles d'assises, donc qui côtoient des criminels. Ceux qui ont volé par exemple un poulet sont là, qui côtoient ceux qui par exemple ont tué des gens. Donc cela n'est pas normal. Il faudra également que le prochain chef de l'État s'attelle à une redistribution des richesses nationales. En 2012 plutôt, en avril 2012, l'actuel chef de l'État nous a dit publiquement qu'il a reconnu qu'il y a une minorité qui s'est accaparée des richesses de ce pays. Mais depuis, on attend de voir les résultats qui ne tombent pas. Donc il faudra redistribuer les biens pour que chacun puisse jouir des richesses nationales. Donc ce sont des priorités qui sont là et que le président sortant, vous savez, il a beaucoup de défis à relever. Le pays est assis sur tant de souffrances, tant de privations, que le prochain chef de l'État aura du mal, dans les 2-3 prochaines années, à régler tous les problèmes. Il y a la question du Front social, de la STT, et c'est une question qu'on reporte toujours, de jour en jour. En tout cas, ils ont promis, juste après les élections, ils vont reprendre. C'est une fuite en avant, depuis novembre 2014, que ce Front social est monté d'un cran. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fermé les écoles. Est-ce la solution? Non. Mais on oublie que le 4 mai, à la rentrée, ce Fonds social va renaître. Donc, il faudrait qu'on trouve des solutions à cela. Donc, les défis qui sont nombreux et les défis sont colossaux. Ce n'est pas dans les 2-3 prochaines années que ces défis vont être relevés. Mais je demande au nouveau chef de l'État de faire un effort pour que les richesses soient redistribuées, qu'il y ait une justice sociale. Dès que les gens vont sentir qu'il y a une nouvelle ère, un nouveau vent qui souffle sur le pays, les gens vont avoir de l'espoir pour que ce pays puisse avancer. Innocent Sosso, vous êtes journaliste. Merci d'être passé dans cette émission, faire la lecture de ce processus électoral avec nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui met fin à cette nuit électorale. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez fidèles à nos programmes.